Donc, écoutez, merci d'avoir répondu à la demande de notre association pour témoigner de votre travail, du travail très important que vous menez depuis 1 an sur les différents usages du cannabis. Alors, je vais me permettre de vous poser une première question. Est-ce qu'il y a au sein de la commission, qui comprend, je crois, 33 membres, est-ce qu'il y a un consensus sur le constat de l'échec des politiques de répression qui concernent notre pays depuis des dizaines d'années autour de ces questions de la légalisation de l'usage du cannabis récréatif? Un constat d'échec, sans doute, même si je ne peux pas parler au nom des 33 membres évidemment de cette mission d'information. En tout cas, s'agissant, des, rapporteurs général, rapporteurs thématiques et président, de la mission d'information, nous partageons, cette nécessité, de faire évoluer, le cadre actuel. Parce qu'on constate en effet une, une politique publique qui n'a pas fait ses preuves, et on le voit notamment avec l'augmentation de la consommation de cannabis. Mais voyez, par exemple, au sein de cette mission, il y a un de mes collègues, Éric Pouillat, qui a travaillé sur la question de l'amende forfaitaire délictuelle. Et donc qui était partie prenante plutôt d'une solution, je dirais, pragmatique dans sur la sanction de la consommation de cannabis dans les lieux publics. Donc je ne peux pas dire qu'effectivement, je ne pense pas que les 33 membres sont forcément favorables à une évolution de notre modèle vers une légalisation, par exemple. Alors, vous avez déjà fait un immense travail de collecte, d'audience, puisque j'ai calculé que vous avez déjà plus de 80 heures d'audience, mais vraiment d'horizons très différents. Alors, entre les gouvernements canadiens, du Colorado, portugais, je crois, la semaine prochaine, les anti et les pro-légalisation, les gendarmes et les policiers, les chercheurs, enfin, tout le monde y est. C'est formidable ce Oui. que vous avez fait. Mais c'est pas possible. Vous n'allez pas laisser ça, ce matériau. Alors, il y a des gens un peu fous comme moi qui essaient de les écouter les unes après les autres, mais il faut absolument publier ça, en faire un livre blanc. Qu'est-ce que vous avez déjà prévu de faire à partir de ce matériau gigantesque? Alors, l'objectif final de la mission d'information, c'est évidemment de construire un rapport, qui reprendra l'ensemble des volets. Nous allons, avoir 3 étapes intermédiaires avec un rapport sur chacun des 3 volets. Nous avons déjà, remis un rapport sur nous allons remettre, pardon, un rapport sur le cannabis, thérapeutique. Sur le cannabis bien-être, nous allons le faire, très prochainement. Et le dernier volet, qui coïncidera avec la remise du rapport final, donc autour de mars-avril. Donc évidemment, ça nous fera, je dirais, un corpus à la fois de données, hein, de données précises, de données tangibles, de données objectives, d'une part, et qui vont nous permettre aussi de faire un état des lieux et un constat qui sera pour le coup partagé par, je dirais, la majorité des membres de cette mission d'information. Et d'autre part, nous voulons faire un certain nombre de propositions d'évolution, et là encore très concrètes, puisqu'on a bien compris que l'enjeu aujourd'hui, au-delà de la réponse à la question de la légalisation, quelle qu'elle soit, hein, plus ou moins régulée par l'État, c'est bien de construire un modèle qui soit, qui soit en mesure de répondre aux objectifs qu'on se fixe. Si vous avez suivi les auditions, et notamment celles avec nos interlocuteurs du Canada, c'était vraiment la dimension sur laquelle ils incitaient, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir en tête que dès le départ, on se définit un certain nombre d'objectifs, hein, qu'ils soient sanitaires, sécuritaires, l'objectif aussi de justice sociale. Intégrer un dispositif d'évaluation au moment où on met en place un nouveau modèle, et peut-être modifier un certain nombre de leviers comme le prix du cannabis, la fiscalité, pour mieux atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au départ. Donc on va essayer d'être vraiment le plus précis possible dans ce que nous allons proposer, pour avoir finalement des modèles clés en main si une évolution est ensuite décidée. Mais quelle est, parmi les différentes
différentes expériences étrangères pour lesquelles vous avez eu des témoignages, quelle est celle qui vous a le plus frappé? Je crois que je vous ai entendu souvent faire référence à ce qui s'est passé au Canada. Est-ce que c'est le modèle, enfin, le modèle, en tout cas, la situation étrangère qui vous paraît la plus facile à adapter dans notre pays, par exemple? Alors, le modèle du Canada est intéressant, même si il est peut-être plus difficilement réplicable à notre pays, s'agissant d'un État fédéral avec donc un certain nombre de disparités dans les provinces. Donc, il y a à la fois une marge de manœuvre qui est laissée dans les provinces et une ligne qui est décidée au niveau fédéral. Moi, je trouvais intéressant dans ce modèle-là, mais je serais aussi très curieuse d'entendre nos homologues portugais. Eh bien, je trouve intéressant que la question de la santé publique soit au cœur du dispositif et qu'on ait, par exemple, un résultat très concret qui est la baisse de la consommation chez les 15-17 ans. Donc, c'est évidemment un modèle qui m'intéresse. On a entendu aussi le Colorado qui avait une approche, pour le coup, plus commerciale de cette question. Et on a bien vu que, par exemple, le fait de la perception de taxes par l'État permet de financer tout un tas de services publics, hein, puisqu'on sait qu'aux États-Unis, il y a un modèle notamment de protection sociale, mais aussi un niveau de prélèvement obligatoire qui est en deçà de ce qu'on fait en France. Et ça n'est effectivement pas ma vision que de percevoir des recettes sur la production et la distribution de cannabis pour financer des dépenses d'infrastructures, d'aménagement du territoire ou d'autres services publics. Mais encore une fois, je serais en effet très intéressée par l'exemple portugais qui, depuis 20 ans, a mis au cœur de sa politique publique sur le cannabis eh bien, l'accompagnement, le soin des usagers qui ont une consommation problématique avec une réelle expertise sur la façon dont on peut accompagner les problématiques d'addiction au cannabis, mais aux drogues de façon plus générale. Est-ce que, selon vous, la société française est prête à franchir le pas et donc à aller vers une légalisation de la consommation du cannabis sous des formes qui restent évidemment à construire en fonction des expériences déjà existantes? Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là, et c'est une hypothèse que je fais depuis le départ et qui m'a d'ailleurs aussi amenée à m'intéresser à ce sujet. Euh, C'est-à-dire le fait que l'opinion publique a fortement évolué ces dernières années et les sondages, plus ils sont récents, plus ils permettent de constater cette évolution. Et donc, il y a finalement une espèce à la fois d'une prise de conscience de l'inefficacité de notre cadre juridique sur cette question-là et de la nécessité aussi de s'inspirer des expériences étrangères qui sont en fait de plus en plus nombreuses, donc qui isolent finalement quelque part le modèle français. Donc, je crois en effet que presque une majorité de Français serait favorable à cela. Il reste cependant, pour un certain nombre, soit d'indécis, soit de gens qui sont opposés à une légalisation régulée, à expliquer la question du cannabis, puisque beaucoup de gens confondent la légalisation avec la banalisation. Beaucoup de gens ont le sentiment que les personnes qui vont prôner une légalisation, même régulée, vont finalement promouvoir la consommation de cannabis, banaliser sa consommation, alors même que ce qu'on essaye de rappeler depuis le début, c'est qu'en réalité, c'est une substance qui est parmi les moins addictives et les moins toxiques, finalement, à la fois sur l'usager et sur son entourage. Quand on compare avec des produits que tout le monde connaît bien, que sont l'alcool et le tabac, on constate une mortalité associée, des effets, par exemple, je pense aux violences intrafamiliales dans le cas de l'alcool, et des niveaux de dépendance qui sont qui sont sans commune mesure avec le cannabis. Et on l'a vu au moment des auditions avec, d'une part, le tableau très connu du professeur Bernard Roch, mais qui date de 98, et des analyses plus récentes qui ont été publiées dans ce journal très connu, le Lancet, The Lancet, qui là date de 2010. Et quand on compare ces éléments-là, à la fois la toxicité et le risque de dépendance, on voit bien que le cannabis se situe bien en deçà
par rapport à d'autres substances psychoactives. Donc moi, ça me paraît très important de faire ce travail de pédagogie, d'explication, et j'espère et je constate que le traitement médiatique sur ce sujet-là est de meilleure qualité qu'il ne l'a été, pour qu'on comprenne bien finalement les termes du débat. Pourquoi ne pas franchir le pas et faire une proposition de loi qui engage justement notre pays dans une voie différente? Je sais bien qu'il reste plus qu'un an avant la fin du quinquennat, et donc il faudra sans doute attendre le prochain quinquennat pour qu'un président de la République ose s'engager sur une voie aussi risquée. Comment vous voyez les choses au plan législatif? Oui, moi je vais vous dire, je pense que c'est un sujet qui a longtemps été tabou, qui reste un sujet sensible, un sujet douloureux aussi pour un certain nombre de personnes qui ont vu leurs proches ou qui ont vécu des expériences dangereuses ou douloureuses avec la drogue. Donc je crois que c'est typiquement un sujet sur lequel il faut qu'on arrive à bâtir un consensus. Et donc je, je crois que le fait de construire une proposition de loi et d'avoir un débat qui soit fait uniquement finalement au sein de l'Assemblée ne serait pas la bonne solution. Donc mon objectif politique est plutôt qu'en 2022, ça soit un sujet qui soit dont se saisissent la plupart ou l'ensemble des formations politiques. Évidemment, moi, je souhaite qu'En Marche intègre cette question-là dans son programme, mais je ne crois pas que c'est un sujet sur lequel il faille y aller au forceps, quoi, parce que ça a trop de conséquences à la fois sur la santé, sur le crime organisé, sur la sécurité donc des Français, mais aussi sur l'économie. Où en est la consultation citoyenne que vous avez lancée? Elle est ouverte, je crois, depuis la mi-janvier. Est-ce que vous avez déjà des retours en nombre de participants? Les médias n'en ont très peu parlé, à ma connaissance. Elle n'a pas été relayée. Pourtant, c'est pour une fois qu'on a l'occasion, on laisse l'occasion aux citoyens de s'exprimer sur les politiques à l'égard du cannabis. Où en est-on? Oui, vous avez raison. Moi, je regrette qu'elle n'ait pas été davantage relayée par les médias, parce qu'au-delà de la question du cannabis, qui, je crois, intéresse beaucoup de Français, c'est aussi la question finalement du rôle et de la place des parlementaires dans le débat public. Et je crois que c'est intéressant aussi que les Français comprennent que tout le travail qu'on peut faire et que vous avez suivi, je vous en remercie, à l'Assemblée nationale. Les premiers résultats montrent qu'il y a une très forte participation. On a plus de 200 000 contributions à l'heure actuelle. Donc, c'est un bon niveau pour une consultation de ce type, puisque l'Assemblée nationale en organise régulièrement et parfois, au terme de la consultation, ça se compte plutôt en milliers de réponses qu'en centaines de milliers de réponses. Donc, c'est plutôt un bon résultat à ce stade. Elle reste ouverte jusqu'au 28 février. Ce qu'on a aussi comme premiers éléments, c'est qu'on a une majorité, autour de 3/4 de répondants qui sont des hommes, plutôt des jeunes, la tranche 18-29 ans, pour plus de la moitié, je crois. Il y a une surreprésentation aussi de la région parisienne. Donc et dans les premières réponses qu'on a, on a beaucoup de gens qui connaissent plutôt bien le sujet et qui sont favorables, pour le coup, pour une écrasante majorité, à la légalisation. Donc l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est pour ça qu'on aimerait qu'il y ait un relais évidemment plus important de cette consultation, c'est qu'on ouvre davantage et qu'on ait évidemment des profils plus diversifiés dans les réponses, plus de femmes, que toutes les classes d'âge soient représentées et qu'on ait aussi beaucoup de personnes qui répondent sans connaître le sujet. Et ça, il y a un certain nombre de questions qui permettent de mesurer le niveau de connaissance du sujet, voilà, pour associer évidemment les non-connaisseurs et non-militants du sujet et que ça ne reste pas un sujet de niche. Alors, pourquoi les dossiers cannabis thérapeutique et cannabis récréatif sont-ils aussi liés? Ils sont liés parce qu'il s'agit dans tous les cas de chanvre, hein, qu'ils soient, quand on fait un distinguo entre le thérapeutique et le récréatif, qui est d'ailleurs un terme pas toujours très adapté, on distingue finalement l'usage que l'on en fait. Moi, je crois que c'est important de distinguer quand même les deux usages et donc finalement d'en faire des produits distincts, puisque dans un cas, on a quelque chose qui est utilisé comme un médicament, hein, qui permet de soulager notamment des douleurs, soulager l'anxiété et qui peuvent être prescrits et je dirais contrôlés
par un médecin. Dans l'autre, on a une substance qui d'ailleurs ne comporte pas les mêmes, n'a pas les mêmes teneurs en CBD ou en THC, hein, qui est la molécule psychotrope, et là, l'usage n'est absolument pas encadré, puisqu'il est par définition interdit, mais il le serait dans le cas d'une légalisation régulée, avec notamment une interdiction de, de consommation pour les mineurs, puisqu'on sait que ce sont les usagers les plus vulnérables face au cannabis dit récréatif. Quand est-ce que votre commission va-t-elle rendre son rapport? Vous m'avez dit tout à l'heure vers le mois d'avril. Et une fois ce rapport rendu, finalement, c'est le grand blanc après, puisqu'il faut attendre, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 2022 pour que les partis politiques, enfin les candidats à la présidentielle s'en saisissent. Oui, alors après, moi, ce qu'on imagine et ce qu'on espère, c'est que ce rapport permette, là encore, d'ouvrir ou de prolonger un débat public sur cette question-là, et que finalement, vous savez, une campagne présidentielle, elle se construit évidemment très en amont, et donc que finalement, ce rapport soit utilisé dans le cadre de cette campagne pour, je dirais, euh, avoir un débat, là encore, à la fois qui s'appuie sur des données scientifiques récentes, hein, puisque ça nous permet de mobiliser un certain nombre d'expertises plus récentes sur le sujet. On aura aussi des données issues de la consultation, et donc là, ça nous permet aussi de mesurer l'évolution de l'opinion publique française sur ce sujet, et ça permet aussi de proposer un éventail de solutions très précises, argumentées, étayées des expériences étrangères. Donc, j'espère que ce rapport viendra nourrir le débat des présidentielles sur cette question-là. Bien, bah écoutez, merci beaucoup, hein, merci d'avoir répondu donc aux questions de santé à voix haute. Et puis je crois qu'il y a un certain nombre d'audiences qui restent de prévues déjà la semaine prochaine, je crois, sur le Portugal et différents débats ou tables rondes sur les sujets dont on vient de parler, je crois, c'est ça. Tout à fait. Nous continuons, effectivement, nous allons auditionner le Portugal la semaine prochaine. Nous allons parler aussi de la stratégie pénale et policière avec des experts, notamment de la question plus générale des drogues. Et nous allons aussi auditionner mercredi prochain des personnalités politiques, Madame Rachida Dati et Madame Cécile Duflot. Et il y aura d'autres auditions à suivre avec notamment un certain nombre d'artistes et de personnalités publiques qui se sont exprimés sur ce sujet. Donc, je vous invite à continuer à suivre ces auditions. Bien, bah, je vous remercie beaucoup.